Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette série d'interviews sur les métaverses. Alors, on a essayé de faire un peu tous les sujets petit à petit, les personnes, la gouvernance, les mondes, la technique. Et je voulais euh, revenir avec toi sur un point important qui est lié à la gouvernance et qui va se recentrer un peu vers pratiquement ce qu'on fait en Europe, en France, dans un contexte international du développement de ce contexte de métaverse. Donc, juste avant de commencer, si tu veux bien, je vais te demander de te présenter et de nous rappeler France Immersive Learning, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Je suis le président fondateur de cette association qui s'appelle France Immersive Learning, qui est aujourd'hui une des principales associations françaises de représentation de la filière dans ce segment particulier qui est le nôtre, qui est les technologies XR au service de la transmission, c'est-à-dire le plaisir d'apprendre, mais aussi de transmettre et tout au long de la vie. Aujourd'hui, l'association fédère pas loin de 140 entreprises qui sont de deux types et bientôt de trois types, je l'espère. Les entreprises qui ont des solutions, donc toutes les entreprises qui produisent des simulations, des plateformes, des outils dans notre domaine. Leurs potentiels clients, c'est-à-dire toutes les organisations qui ont des besoins de déployer ces technologies, et puis idéalement les prescripteurs et financeurs, donc les grands donneurs d'ordre publics et privés qui ont une partie des clés de réponse. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Pour toi, le métaverse, c'est quoi et où en sommes-nous actuellement? Alors, pour faire simple, le métaverse, c'est la prochaine évolution d'Internet. On va dire c'est un Internet incarné, auquel on accède et on va accéder principalement avec ce que les anglo-saxons appellent des head mounted devices, c'est-à-dire des périphériques qui sont portés devant les yeux et qui permettent non plus de regarder un écran, mais de rentrer dans l'écran, que ce soit rentrer dans une vidéo 360 pour être partie prenante de l'histoire qui est racontée, ou d'être actif dans un univers virtuel dans lequel effectivement on va rencontrer des gens pour travailler, collaborer, apprendre, transmettre, se socialiser, s'amuser, assister à des concerts, à des événements sportifs, et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur cette nouvelle évolution d'Internet où on rentre dans l'écran. Et où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, on est sur une construction fragmentaire d'une vision globale qui est celle qui circule un peu, d'un Internet totalement incarné, qui va être donc un assemblage de différents univers virtuels dans lequel, par interopérabilité, on pourra y transmettre nos identités numériques, professionnelles, privées, et celles que tout à chacun voudra multiplier en fonction de ses activités ou de ses univers intérieurs, hein. Et donc pouvoir passer avec relativement de fluidité d'univers virtuel en univers virtuel qui auront la qualité, comme c'est le cas Internet aujourd'hui, d'être persistants. Et où nous en sommes aujourd'hui, on en est vraiment au début de cette construction. J'utilise souvent pour le métavers, mais d'une manière générale pour les technologies immersives, l'analogie de Christophe Colomb qui débarque sur un nouveau continent dont il ne perçoit pas encore les dimensions, mais bien les promesses. À mon sens, on en est un peu là. Voilà, on vient de poser les pieds sur la plage. Nous, professionnels du secteur, on commence à avoir une certaine idée de la taille du continent. Euh, que j'évoque aussi souvent par analogie comme un univers en expansion, puisque chaque jour, on voit des entreprises et des créateurs qui nous proposent des nouvelles expériences et des nouvelles modalités auxquelles on n'avait pas pensé et qui sont, à mon sens, enthousiasmantes. Alors, il y a beaucoup de choses hein, qui se disent sur le métaverse. On a vu qu'il y a quelques mois, Facebook a lancé enfin Meta, pardon, a lancé comment dire, le concours de discussion. Quels sont pour toi les marchés potentiels les plus prometteurs sur ce nouveau continent? Quels sont les enjeux économiques que tu perçois? Alors, les domaines d'activité, on les connaît déjà. C'est à peu près tous.
C'est évidemment la transmission, hein, l'accès à la culture, à la formation, à l'éducation, de manière ubiquitaire. C'est bien ça, à mon sens, l'intérêt des technologies immersives. Hein. C'est la possibilité d'avoir son véhicule physique qui est à un endroit et de pouvoir se transporter dans d'autres univers où on va accéder à des informations incarnées. Donc, c'est évident pour la culture, pour la formation. Quand on parle de formation, d'un coup, on adresse à peu près toutes les filières constituées. Santé, industrie, cybersécurité. Enfin, je veux dire, voilà, le champ d'activité est absolument considérable dans à peu près toutes les disciplines. L'enjeu est plutôt des modèles économiques qui vont se mettre en place de manière viable aujourd'hui. Et effectivement, bien évidemment, le jeu est un driver important et en même temps un hameçon puissant pour amener les gens à découvrir les technologies immersives et en particulier la réalité virtuelle à travers le jeu, mais ensuite de découvrir tout ce qui existe déjà et qui est formidable. Je pense que la formation, d'une manière générale, et là, adressant à nouveau toutes les filières, est un marché extrêmement porteur. Et surtout, là aussi, un driver puissant vers d'autres activités. Et ma conviction est que on va peut-être reparler du domaine de la culture qui est un peu particulier, qui pour le coup aujourd'hui bénéficie d'une politique industrielle, mais les événements sportifs et en particulier ceux qui arrivent devant nous, hein, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, c'est la possibilité d'accéder comme jamais à des événements sportifs et donc aussi à des événements culturels, hein, des concerts, de l'opéra, ce genre de choses. Et puis, je pense que le commerce, le e-commerce aujourd'hui, a là aussi un potentiel de développement qui est absolument considérable. Si l'on considère qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur d'achat en ligne est quand même assez pauvre et procure assez peu de plaisir, c'est plutôt le fait de ne pas avoir à se déplacer ou d'accéder à des magasins auxquels on n'accède pas qui est satisfaisant, mais pas l'expérience utilisateur, alors que des magasins virtuels, des supermarchés virtuels, là, ont un champ des possibles pour renouveler l'expérience utilisateur et la rendre infiniment plus agréable, qui est tout à fait considérable. Mais là, on est sur des sujets d'infrastructure qui sont plus lourdes et qui vont prendre un peu plus de temps, alors que le domaine de la formation, par exemple, est aujourd'hui suffisamment mature pour commencer à être massivement déployé immédiatement. Alors, tu as parlé dans ta réponse des modèles économiques, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on se demande aujourd'hui, dans ce qu'on entend, si cette arrivée du concept du métaverse va réellement modifier les concepts économiques qu'on connaît déjà. Alors, sans rentrer dans le détail, mais en gros, si je veux te vendre quelque chose, ben, je te le vends, que ce soit par Internet ou dans une boutique, j'ai un bien, j'ai un service, je te le vends, ok. Que ce soit une truelle, un logiciel ou une place de concert. Et puis d'un autre côté, on a toute l'économie de l'attention qui fait pas mal parler d'elle depuis quelques temps, hein. On a tous les réseaux sociaux qui fait que, ben, entre guillemets, c'est nous le produit. Donc il faut que l'outil capte notre attention pour Oui, générer son business. oui. Est-ce que tu vois, toi, dans ton expérience de tous les jours, dans les discussions que tu as avec les entreprises, des- un- un- une sorte de développement, une sorte de modèle économique qui puisse être réellement différent de ces deux gros blocs, où on reste un peu dans le business as usual et on continue vers cette façon de faire? Le concept de révolution est toujours séduisant, mais il a du mal à fonctionner en général. Ou alors, quand les révolutions se produisent, il y a tellement d'effets de bord négatifs qu'il faut quand même beaucoup de temps pour s'en remettre. Et euh, c'est rarement les petits qui en profitent, mais plutôt les gros qui trouvent toujours les moyens de tirer leur épingle du jeu. Donc, je ne crois pas à un bouleversement des modèles économiques, hein, du fait de l'apparition des métaverses, mais au contraire à une expansion, une capacité à bodybuilder en fait, les modèles économiques qui sont aujourd'hui en place, hein, et qui vont venir trouver une nouvelle dimension à travers ces technologies. La vraie difficulté aujourd'hui est celle, et là on est au cœur du modèle économique, c'est-à-dire la quantité de casques qui sont aujourd'hui utilisés par les entreprises et par les personnes privées. Voilà. Le vrai sujet, il est là. Je dis souvent aussi en termes d'analogie que mes tout premiers métiers était à la fin des années 80 de vendre des télécopieurs à l'époque du téléx.
Et donc, j'avais affaire à des clients qui m'expliquaient que cette machine avait l'air formidable, mais leurs clients n'avaient pas, leurs partenaires n'avaient pas, et que donc, dans l'état, ça ne servait à rien. Et donc là, on était un peu dans la boucle dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a un champ des possibles formidable avec en particulier la réalité virtuelle, mais les gens n'ont pas de casque, donc le modèle économique ne se met pas en place. Et puis à un moment, cette boucle, elle s'arrête, hein. Elle est cassée, et d'un coup, pour les télécopieurs, en 3 ans, la planète a été recouverte de télécopieurs, tout le monde en avait, ne serait-ce que parce que plus il s'en vend, moins c'est cher. Et puis ensuite, les téléx sont totalement disparus, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se souviennent même pas que ça existait dans le temps. Donc, on en est à peu près là aujourd'hui, et c'est bien la clé du modèle économique, hein, de tous les modèles économiques, quelles que soient les filières, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait un moment, les entreprises et les particuliers s'équipent de casques de réalité virtuelle pour qu'ensuite, il y ait des offres basées sur des modèles économiques existants qui se mettent en place et qu'on commence à développer des écosystèmes. Et une fois qu'on a amorcé la pompe avec des modèles économiques qui sont maîtrisés aujourd'hui, que l'on porte sur ce nouveau champ technologique, à ce moment-là, il va y avoir effectivement, comme il y a des innovations technologiques, comme il y a des innovations narratives, comme il y a des innovations en termes d'expérience, il va y avoir des innovations en termes de modèles économiques qui vont venir accélérer l'adoption des usages avec un objectif qui est celui de faire que le métaverse soit demain le prochain espace de nos activités privées, professionnelles, de socialisation, de culture, d'achat qu'on a évoqué précédemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est effectivement dans le fait qu'on arrive à faire que les gens s'achètent des casques. Et sur cette période de Noël, les résultats de Facebook, qui est aussi aujourd'hui de Meta, qui est le seul à proposer un casque réellement accessible avec un vrai store, donc un peu le patron du marché, a manifestement eu des chiffres de vente qui sont extrêmement encourageants pour notre domaine technologique, même si Meta pose des tas de soucis. Et puis, je pense, deuxièmement, que une partie de la puissance de ces technologies vient justement de leur capacité à agréger des mécanismes qui sont aujourd'hui assez bien maîtrisés, de suivi de nos activités pour pouvoir améliorer la prescription de produits ou de contenus. D'autant que la génération de casques qui va arriver cette année va commencer à très sérieusement intégrer des données biométriques. Les premiers casques qui vont arriver là, cette année vont avoir du suivi oculaire qui va permettre d'améliorer considérablement la perception de ce que l'on fait. On n'a pas de difficulté aujourd'hui à suivre la totalité des activités qui sont faites en VR. En tous les cas, c'est bien ce que fait Meta. On a des capacités en termes d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, dont on voit les effets sur des écrans flats, des applications mobiles qui vont s'incarner dans des propositions de réalité virtuelle, qui vont faire que la connaissance du consommateur va être infiniment plus puissante demain dans le métavers qu'elle ne l'est aujourd'hui dans Internet. C'est une opportunité, c'est surtout un gros risque en termes de protection des données, qui est un sujet, et de souveraineté numérique de manière générale, qui est un sujet qui commence à apparaître, mais qui n'est encore, à mon sens, pas bien saisi par les grands donneurs d'ordre. Alors, ça tombe bien que tu parles de souveraineté numérique, parce que c'est quelque chose dont on parle assez, assez régulièrement entre les associations. Peut-être aussi parce que on essaye d'avoir une vision la plus globale possible du développement des technologies immersives et du métaverse. Force est de constater que le développement, en tout cas la perception qu'on a du développement en Europe, en Asie et aux États-Unis, est assez différente. Comment tu vois, toi, ces différentes prises de conscience, vitesse? Est-ce que l'Europe, la France a une place privilégiée? Comment analyses-tu, toi, ces différentes façons de percevoir l'importance stratégique du développement du métaverse? Je pense que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les mathématiques, le jeu vidéo, l'IA et plein de domaines, la France regorge de talents. On sait produire des talents, nos racines culturelles et notre société sait produire des entrepreneurs, des développeurs, des créatifs, des créateurs comme nulle part ailleurs, et avec une capacité à amener une valeur incomparable. Et c'est entre autres lié à notre histoire, à nos racines, à notre rapport à la République, au bien commun. Et là, on arrive vite sur la notion d'exception culturelle dont on peut être grandement fier.
La contrepartie, comme le disait De Villepin dans ce discours bien connu, c'est que nous sommes une vieille nation d'un vieux continent et que nous sommes lents. Les rigidités structurelles et politiques qui sont les nôtres, dans cet univers technologique qui est sur une phase d'accélération absolument considérable, notre société au sens large est mal armée pour avoir la réactivité qu'on trouve dans les sociétés anglo-saxonnes, où la notion de prise de risque et d'engagement est bien plus ordinaire que chez nous, et sur les systèmes asiatiques, que ce soit Corée, qui est un système particulier, ou la Chine, avec tel qu'on la connaît, qui ont une capacité offensive et de mobilisation collective qui me semble assez exemplaire et en même temps très peu transférable du fait de nos racines culturelles totalement différentes. Donc je suis extrêmement plein d'espoir de notre capacité en France, en francophonie et en Europe, à créer des espaces de souveraineté numérique fondés sur nos valeurs dans ce métaverse. Et je suis parallèlement assez inquiet du temps que nos organisations demandent pour pouvoir justement créer cette valeur, développer nos entreprises et nos talents, en regardant la vitesse à laquelle nos compétiteurs, eux, se mobilisent. Juste pour un exemple très simple, ou deux, mettons, d'un côté, Meta investit chaque année 2 fois le budget de la région Île-de-France, qui est le plus gros budget des régions françaises, par an, 2 fois, tous les ans. Et la Corée, en quelques mois, a réussi à se mobiliser, à poser une vraie politique industrielle, collective, sur le sujet des métaverses. Manifestement, aujourd'hui, on a du mal à voir cette réactivité-là. Et l'accélération technologique, qui est cette technologie immersive, qui s'appuie sur les accélérations technologiques des différents autres secteurs, est telle que notre rythme risque de nous disqualifier dans la construction de ces espaces. J'ai peur que, j'aime bien souvent utiliser le jalon des Jeux Olympiques, qui est le moment du rayonnement de la France, qui est devant nous, là, un peu loin, mais si proche. J'ai peur que si effectivement, dans cet intervalle, on n'ait pas réussi à se saisir collectivement de ce sujet, à considérer les talents et la richesse qui sont les nôtres, et à les mobiliser sur un propos commun, qui est celui de fonder une filière d'excellence française des technologies immersives, dédiée à la transmission en ce qui concerne l'activité de France Immersive Learning. Et que collectivement, on n'ait pas développé les instruments de cette ambition. Après les Jeux Olympiques, il sera trop tard, et nous aurons à nouveau comme choix les menottes numériques des GAFAM ou des BATX. On devra choisir les bouts de métaverse qui auront été construites par Meta, par Microsoft, par Apple, qui va rentrer dans le game sous peu avec la qualité et la puissance qu'on lui connaît, et puis avec les productions des produits qui viennent d'Asie, qui déjà produisent tous nos périphériques. Je pense que là, on a un momentum très particulier et très court, sur lequel collectivement on se mobilise, on y met beaucoup d'énergie, et il faut le faire parce qu'on a une fenêtre d'opportunité qui existe pour créer ces espaces de souveraineté numérique dans le métaverse, au niveau français, en francophonie et en Europe. Mais je crains que les rigidités structurelles qui sont celles de notre vieux continent rendent difficile la saisie du momentum. Alors, je ne vais pas te demander de regarder dans une boule de cristal et de prédire l'avenir, mais justement, tu as parlé de cette étape des Jeux Olympiques qui est très intéressante parce que, comme tu le dis, c'est à 2 ans. C'est ni court ni long. On sait que dans beaucoup de projets, 2 ans, ça peut être court, surtout quand on met beaucoup de monde dedans et quand on parle de politique industrielle. Quel serait pour toi le scénario idéal de ces 2 ans et pour aboutir à quoi? En dehors du moment de focalisation du regard de la planète sur la France et sur Paris en particulier, qui est celui de ces Jeux Olympiques, il y a une notion que je trouve
extrêmement, deux notions que je trouve extrêmement intéressantes dans cette organisation des Jeux Olympiques. Un, c'est le caractère durable, parce qu'on a des enjeux absolument colossaux de modifier notre rapport aux ressources et à la façon dont on consomme et dont on transmet. Et l'autre, c'est justement cette ambition de transmission du patrimoine olympique au sens très large, pour faire en sorte que ça ne soit pas un événement, mais que ça soit le moment d'une construction de choses qui vont être le socle du développement de notre société pour la suite. Cette notion de transmission du patrimoine matériel et immatériel, de savoir-faire, de savoir transmettre, qui est lié aux Jeux Olympiques, me paraît là être un levier et une formidable opportunité pour le sujet du métavers, en tous les cas pour l'utilisation des technologies immersives, et en particulier de la réalité virtuelle, qui est aujourd'hui une technologie qui peut passer à l'échelle, contrairement à la réalité augmentée, qui a encore quelques petits soucis de périphérique, mais qui vont être résolus d'ici aux Jeux Olympiques en tout cas. Donc, cette notion de transmission, elle me paraît essentielle. Donc, la vision idéale, c'est que à l'occasion de ces Jeux Olympiques, et dans l'intervalle qui est devant nous, on arrive à mobiliser les parties prenantes de l'organisation des Jeux Olympiques. Donc, les fédérations sportives, cela va de soi, les diffuseurs télévisuels, et surtout l'énorme travail de formation qu'il va falloir faire pour former les milliers de collaborateurs et qui vont participer à l'organisation de ces Jeux et les dizaines de milliers de bénévoles qu'il va falloir aussi accompagner. Je pense qu'en particulier dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la transmission, on a là une opportunité formidable pour structurer des briques technologiques, des savoir-faire, des éléments d'organisation faisant appel en particulier à la réalité virtuelle, qui seront ensuite le socle d'une massification des usages, parce qu'on aura les outils, parce qu'on aura les contenus dans l'ensemble des filières et l'ensemble du territoire. Pour moi, un des enjeux, un des objectifs, il est là. C'est de faire que les Jeux Olympiques soient l'instrument de construction de biens communs, de communs, qui sont ensuite le socle de développement de ces usages dans tous les organismes dont la mission est de transmettre. Et là, on parle bien de la formation tout au long de la vie, mais aussi de la culture. Donc ça, c'est un peu, c'est pour moi un des premiers objectifs. Le deuxième, c'est que cette mobilisation collective que j'appelle de nos voeux, que ce soit les financeurs ou que ce soit les parties prenantes, elle se réalise avec cet objectif de faire que ce moment des Jeux Olympiques soit aussi le moment de démonstration au monde que nous avons réussi à construire une politique de filière et que nous démontrons aux yeux du monde les talents qui sont les nôtres dans le domaine des technologies immersives et dans cette capacité à former, mais aussi à donner à voir différemment les Jeux Olympiques de cette manière ubiquitaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de permettre à tout le monde de visiter le patrimoine physique francilien et au-delà, puisqu'il y aura des épreuves qui vont avoir lieu dans d'autres bâtiments, de pouvoir le visiter en réalité virtuelle, de pouvoir se l'approprier pour tous les gens de la planète, de pouvoir assister aux épreuves au-delà de juste les regarder à la télévision ou pour quelques milliers, centaines de milliers de privilégiés, et on verra comment le Covid nous laisse la place d'avoir un événement physique, ou bien, comme ça a été le cas là, pour les Jeux Olympiques d'été d'hiver, vient détruire une grande partie de cette grande fête internationale et populaire que sont les Jeux Olympiques. Donc, en tous les cas, sans faire du Cassandre sur la situation sanitaire, mais donner des instruments qui permettront d'assister aux épreuves comme jamais en étant présent dans ces épreuves via de la vidéo 360 ou de la vidéo 180 degrés. Et donc, de faire que ces Jeux Olympiques soient le moment de démonstration de nos capacités technologiques à rendre tangible cette promesse du métaverse, et que moi, dont je préfère parler de cette promesse d'ubiquité qui est portée par les technologies immersives. Et aujourd'hui, je fais au grand donneur d'ordre, dans cette perspective, une proposition de politique industrielle pour soumettre à nos décideurs publics et privés, et quand je dis privés, je pense en particulier aux grands sponsors des Jeux Olympiques, je leur fais leur proposition d'une véritable politique industrielle au service de cette ambition de filière et de son rayonnement dans les Jeux Olympiques, qui s'incarnerait par
un bâtiment totem dans lequel on pourrait venir agréger toutes les ressources technologiques de savoir-faire, de financement pour créer le chaudron de potions magiques des technologies XR au service des Jeux Olympiques. Donc, dans un bâtiment, le station F de la réalité virtuelle, augmenté de plateaux techniques et d'un organisme de formation pour apprendre à utiliser ces technologies. On appelle ça XR Factory aujourd'hui. Et puis, je fais la proposition de créer une société coopérative d'intérêt collectif qui viserait donc à collectivement, dans un but d'intérêt collectif, c'est écrit dedans, mais avec un modèle économique, c'est bien une société coopérative pour s'y mettre à plusieurs, parce que les enjeux sont trop importants pour y aller tout seul, de produire les savoirs, les savoir-faire, les savoirs transmettre d'utilisation de ces technologies, mais aussi les briques technologiques socles qui vont permettre de satisfaire à cet objectif et surtout de garantir la pérennité, la transmission de ces nouveaux usages et de ces services que l'on va développer dans la perspective des Jeux Olympiques pour le reste de nos territoires de manière pérenne pour l'avenir et donc pour nos activités dans le métaverse en France, en francophonie et évidemment en Europe. Donc voilà un peu mon scénario idéal. Les Jeux Olympiques sont le moment de l'incarnation de nos savoir-faire et de nos talents dans le domaine des technologies immersives. Et l'instrument de satisfaction de cette ambition, c'est donc un bâtiment totem, une coopérative qui ensuite se réplique sur tout le territoire pour amener ces points d'accès au métavers en particulier dans le domaine de la transmission, partout dans nos territoires français aujourd'hui, et puis, comme je l'ai dit, au-delà ensuite. Eh ben, merci beaucoup Nicolas pour le partage de cette vision. Et puis, Avec plaisir. on se tient au courant de l'actualité. Et puis, comme tu l'as dit, on garde bien en tête que finalement, cette optique de on a 2 ans pour construire ça, c'est ambitieux et réaliste à la fois. Et ça donne un jalon intéressant pour les gens qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est demain, est-ce qu'on parle d'un futur éloigné? En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Merci, Grégoire. À bientôt. Au revoir.